Nous sommes le jeudi 4 septembre 2025 et aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir politique d'Emmanuel Macron. Salut les infocrates. Alors aujourd'hui, on va donc parler de l'avenir politique d'Emmanuel Macron qui, somme toute, est assez incertain ou en tout cas suscite un certain nombre d'hypothèses qui commencent à circuler dans la sphère médiatique et dans les sphères autorisées qui s'intéressent à la politique. Il y a une situation politique qui est tout à fait inédite parce que c'est extrêmement grave. On a par exemple le Premier ministre François Bayrou qui est dans une situation insoutenable avec la loi budget qu'il cherche à faire voter et la difficulté de faire passer cette loi l'oblige à provoquer un vote de confiance pour essayer de faire passer le texte en utilisant la coercition sur l'Assemblée nationale. Il y a même une hypothèse qui peut-être est envisagée, qui est celle que François Bayrou provoque le vote de confiance en sachant qu'elle ne lui sera pas votée et que donc il pourrait partir. Donc il y a une hypothèse comme ça qui circule selon laquelle François Bayrou en fait jouerait son départ pour éviter d'être là quand la crise politique éclatera. Parce que Bayrou a compris que la situation était gravissime pour lui et que il n'y a plus rien qui lui serait pardonné à ce stade. D'autant plus que la loi budget prévoit beaucoup d'économies, des hausses d'impôts, donc une dégradation du service public, donc une moins bonne prise en charge, par exemple, des soins dans les hôpitaux, des médicaments, des économies dans les secteurs publics comme l'éducation, la justice, la police. Donc, ça veut dire du matériel en moins, du matériel qui n'est pas entretenu, du matériel qui n'est pas racheté, etc., etc., du personnel en moins qu'on peut pas payer. Tout ça parce que on a une dette et un déficit qui sont abyssaux et qui ont été provoqués par les responsables politiques qui sont au pouvoir actuellement, dont Emmanuel Macron. Tout le monde considère aujourd'hui que la situation politique dans laquelle nous nous trouvons et la situation budgétaire, financière et économique dans laquelle nous nous trouvons est pour partie de la faute d'Emmanuel Macron, outre la situation particulière de son Premier ministre François Bayrou. Il faut bien comprendre que Emmanuel Macron est responsable d'un tiers de la dette actuelle de la France, qui est la dette qui court depuis 50 ans. On est endetté à 3500 milliards d'euros auprès des banques privées. Emmanuel Macron est responsable de 1500 milliards de dettes, notamment sur la crise du Covid, mais pas seulement, sur tout un tas d'autres choses. Donc, ça veut dire que déjà, les Français le portent responsable de la situation économique désastreuse de la France. D'autant plus que les emplois qu'on attendait n'ont pas été créés. Les entreprises les plus riches continuent de s'enrichir avec des salaires qui diminuent et donc une population qui continue de s'appauvrir. L'inflation est galopante, notamment à cause de la guerre en Ukraine, dans laquelle les dirigeants européens nous ont mis, Emmanuel Macron compris. Il faut savoir que l'Ukraine, c'était le grenier à blé du monde. Maintenant, l'Ukraine est en guerre, donc l'Ukraine ne livre plus de blé au reste du monde, si vous voulez. Donc en fait, à ce stade-là, c'est tout le système qui est remis en cause. On commence aussi à voir monter des contestations de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne est considérée comme responsable de non seulement la guerre en Ukraine, mais aussi la situation économique à cause de la zone euro et de l'obligation de solidarité avec notre argent public vis-à-vis des autres pays d'Europe. Et il faut savoir que Macron, c'est quelqu'un qui a été mis là parce qu'il était européiste. Il avait un programme européen. Donc ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui promeut l'idéologie européiste et qui promeut l'entité Union européenne. Macron est un grand défenseur, par exemple, de la construction de la défense européenne, c'est-à-dire de la mutualisation en fait des armées. Il veut mutualiser toutes les armées européennes pour faire une armée européenne. Il a proposé aussi le partage du siège du Conseil de sécurité à l'ONU avec l'Allemagne. Il a proposé le partage de la bombe nucléaire avec l'Allemagne, la bombe nucléaire française avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui fait donc des choix stratégiques qui sont
aujourd'hui contestés et dont tout le monde s'aperçoit que ces choix n'ont jamais été faits dans l'intérêt des Français. Toutes les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron sont des décisions qui ont détruit les intérêts français, le pouvoir d'achat des Français, l'économie en général. Les industries ne sont jamais revenues. Les industries que l'Union européenne a détruites parce qu'il fallait financiariser l'économie, ces entreprises-là ne sont pas revenues. Les emplois qui ont été perdus n'ont pas été retrouvés. Et les emplois qu'Emmanuel Macron promet à longueur de journée en faisant des salons sur salons des entreprises, c'est pas des emplois qu'on retrouve. Les industries qui reviennent, c'est des industries qui reviennent en utilisant des robots, pas des emplois. C'est une industrie qui ne permettra pas de retisser le tissu social dans le territoire français. Et ça, Emmanuel Macron le sait très bien. Emmanuel Macron était quelqu'un de très informé et il sait ce qu'il fait. Et pourtant, il continue de travailler contre les intérêts des Français. D'autant plus que Emmanuel Macron a quand même un positionnement sur la question de la Palestine qui est aussi un positionnement problématique. Pourquoi ? Parce que jusqu'à récemment, il était derrière Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Jusqu'à il y a 3 mois, il n'était pas question de défendre les Palestiniens et de s'opposer à ce que faisait Netanyahou dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Quand la Cour pénale internationale a volontairement émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, la première décision qui a été prise par Emmanuel Macron, ça a été de faire dire par son ministère des Affaires étrangères dans la presse qu'il n'appliquerait pas ce mandat et que Benyamin Netanyahou était la bienvenue dans l'espace en France, sur le territoire français, et qu'on ne l'arrêterait pas. Ça, c'est la décision d'Emmanuel Macron. Et ça ne fait guère que très récemment qu'Emmanuel Macron commence à contester la politique de Benyamin Netanyahou, notamment à Gaza, et la politique de famine, de génocide à Gaza. Et tout ça uniquement parce qu'Emmanuel Macron craint que la situation devienne tellement grave qu'on finisse par lui reprocher à lui d'avoir soutenu Netanyahou dans le passé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec une forme d'empathie ou de compassion pour le peuple palestinien. C'est une question de politique pure et simple. Donc en fait, à un moment donné, il va falloir on commence à questionner l'avenir politique d'Emmanuel Macron, parce que tous ces éléments nous montrent que Emmanuel Macron ne travaille pas pour nos intérêts. D'autant plus que globalement, sur la scène internationale, outre la guerre en Ukraine ou ce qui se passe en Palestine, en fait, toutes les chancelleries, toutes les ambassades de France dans le monde vous disent qu'ils ne sont plus pris au sérieux à cause des décisions prises par Emmanuel Macron. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais par exemple, sur le Liban, quand le port de Beyrouth a explosé il y a quelques années, il est arrivé là avec un plan qui n'était pas le plan qui allait dans les intérêts des Libanais. Il est arrivé là avec un plan avec des entreprises, pas locales, mais des entreprises de tout le monde entier, notamment l'entreprise de la famille d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, donc le premier collaborateur d'Emmanuel Macron. La famille d'Alexis Kohler, c'est des armateurs. Donc c'est des gens qui font voyager des containers de port en port dans le monde. Ça, c'est les affaires de la famille d'Alexis Kohler. Eh bien, quand le port de Beyrouth a explosé, Emmanuel Macron, il est arrivé là pour servir les intérêts d'Alexis Kohler et de sa famille en proposant l'entreprise de sa famille pour reconstruire le port et refaire du trafic. Au lieu de proposer ça à des entreprises locales libanaises. Et il y a aussi le fait qu'il est arrivé là en disant qu'il allait gérer l'affaire à la place des gouvernants libanais, etc., etc. Et il a perdu toute sa crédibilité à ce moment-là, ou même avant, mais ça a été un épisode, et il a perdu toute sa crédibilité du point de vue de la politique internationale et de l'influence de la France. Les Libanais lui en veulent toujours de cette histoire. Et en Afrique, vous aviez des velléités de rééquilibrage des relations franco-africaines, notamment dans le fait que la France exploite les ressources en Afrique. Il y avait des demandes, il y avait des revendications, et
Emmanuel Macron ne s'est pas saisi de l'occasion historique de rééquilibrer les relations pour ne pas perdre son influence en Afrique, pour garder une part du gâteau là-bas. Et donc, du coup, la France se retrouve chassée de ces pays-là, où il y a des ressources, en faveur de la Russie et de la Chine, qui prend la place de la France, qui est en train de partir de ces pays-là. Alors que si Macron avait pris l'initiative de rééquilibrer les relations, notamment de prendre la décision de mieux payer les travailleurs locaux pour les entreprises françaises, tout ça ne se serait pas produit. Et les Africains ne se seraient pas tournés vers la Russie et vers la Chine, même si on peut s'accorder sur le fait que la présence de la Russie et de la Chine n'est pas une présence forcément positive pour l'Afrique, mais c'est un autre débat. Mais c'est un épisode supplémentaire pour vous expliquer que l'influence de la France est en train de baisser dans le monde parce que Emmanuel Macron prend les mauvaises décisions. Il s'acoquine avec le Maroc, qui est clairement dans une phase de normalisation de ses relations avec Israël. Tout ça parce que la France et Israël reconnaissent le Sahara occidental marocain, ce que le Maroc souhaite plus que tout, et le Maroc est prêt à s'acoquiner avec Israël pour obtenir la reconnaissance du Sahara marocain. Et Emmanuel Macron a créé une situation insupportable au Maghreb parce qu'il a dit le Sahara est marocain et donc il a créé une crise diplomatique avec les pays du Maghreb d'à côté parce que notamment l'Algérie soutient l'indépendance du Sahara. Donc voilà, on a affaire à quelqu'un qui nous représente mal, qui représente mal nos intérêts, qui ne travaille pas pour nos intérêts, qui veut nous détruire économiquement et politiquement, qui nous regarde nous appauvrir sans prendre la moindre décision pour régler ce problème. Les salaires baissent, l'inflation augmente, les services publics se dégradent et on fait en plus avaler encore un budget d'austérité avec des services publics qui se dégradent encore plus parce que ça fait plusieurs années qu'on fait des budgets d'économie sur le service public. Et en fait, à un moment donné, on est arrivé au point de rupture où plus personne ne peut supporter que le pays se dégrade autour de nous et qu'on puisse même plus s'acheter de quoi manger. Voilà, et je pense que Emmanuel Macron, là, maintenant, avec cette situation extrêmement grave, se pose la question vraiment de son avenir politique. Donc se pose la question de savoir est-ce que Emmanuel Macron va démissionner? Est-ce qu'Emmanuel Macron va être destitué? Est-ce qu'Emmanuel Macron va dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce qu'Emmanuel Macron va utiliser l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs parce que on est en situation tellement grave que... Et s'il provoque l'article 16, en fait, sur la base de quelle situation va-t-il le faire? Parce qu'on sait que le 10 septembre, il va y avoir des revendications qui vont sortir. Il y a des manifestations, des actions bloquant tout le pays, etc., qui vont sortir. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer le 10. Et la situation du 10 va-t-elle obliger Emmanuel Macron à sortir du pouvoir? En fait, c'est ça que tout le monde se demande. D'ailleurs, on voit Bayrou partir et mettre le vote de confiance le 8. Met-il le vote de confiance le 8 pour pouvoir être parti le 10 quand ça va péter? Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de vous informer et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!